Bonjour, nous sommes le 6 novembre 2025 et l'actualité météo est particulièrement chargée. Le typhon Kalmaegji vient de frapper le Vietnam. Ça, c'est après avoir causé d'énormes dégâts aux Philippines. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre système, Fenghuang, qui est en train de prendre forme dans le Pacifique, un monstre potentiel, visiblement. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de plonger un peu dans ces événements météo extrêmes. On a rassemblé pas mal de rapports d'analyse technique. On va essayer de décrypter ensemble leur trajectoire, leur impact, et puis de voir comment tout ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large. C'est parti. Oui, tout à fait. Et il faut vraiment garder à l'esprit que pour Kalmaegji, là au Vietnam, c'est en cours. Les informations évoluent très vite. Pour Phang Nguyen, par contre, c'est une menace qui se précise pour les jours à venir. Donc là-bas, la vigilance est maximale. Ok, commençons par Kalmeigi. Il a donc traversé les Philippines centrales et maintenant il touche le Vietnam. Les premières images qui nous arrivent des Philippines sont... Enfin, elles sont vraiment très dures. Oui, c'est dramatique. Pour resituer un peu, Kalmaegji s'est formé fin octobre. Il s'est intensifié assez rapidement. D'ailleurs, il y a une petite divergence, on va dire, sur sa puissance maximale au moment où il a frappé les Philippines. Wikipédia, par exemple, parle d'un équivalent catégorie 2 sur l'échelle Saffir-Simpson, mais Cyclonoi, une autre source, évoque plutôt une catégorie 3. Catégorie 3, ça veut dire des vents de combien à peu près? Là, selon Cyclonoi, on parlait de vents qui dépassaient les 180 km/h. Donc, déjà très conséquent. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le nombre d'atterrissages. C'est bien ça, il a touché Terre plusieurs fois? Ah oui, absolument. Et ça, c'est un point crucial pour comprendre l'étendue des dégâts. Pas moins de 8 atterrissages distincts aux Philippines. 8. 8 fois, c'est énorme. Oui, de Silago à El Nido, en passant par Borban, Sagaï, Iloilo City. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une exposition beaucoup plus longue au phénomène. Et une zone d'impact bien plus large qu'un simple point d'entrée. Ça complique aussi énormément le suivi, les secours, tout en fait. On imagine le cauchemar. Et là, maintenant, il est donc sur le Vietnam. Oui, c'est ça. Les dernières infos de Météo News indiquent qu'il frappe actuellement les provinces de Phu Yen et Binh Dinh. Les estimations là pour le Vietnam parlent de 20 moyens soutenus autour de 200 km/h et une pression centrale très basse, 948 hectopascales. Hectopascal. Plus c'est bas, plus c'est intense, c'est ça. Exactement. C'est un très bon indicateur de la puissance du système. 948, c'est vraiment bas. Et le bilan aux Philippines? Il est déjà absolument terrible. Les chiffres les plus récents qui remontent des autorités via l'AFP et qu'on retrouve un peu partout parlent de moins 142 morts. Et plus de 127 disparus. C'est juste énorme. C'est un bilan humain extrêmement lourd, oui. Et malheureusement, il risque encore de s'alourdir dans les heures, les jours qui viennent. C'est surtout la province de Cebu qui a été dévastée. Au moins 114 décès confirmés là-bas, pour l'instant. 114 rien qu'à Cebu. Oui. La ville de Liloan compte 35 morts. Cebu City, Mandaue, 12 chacune. Ce sont des chiffres vraiment tragiques. J'ai lu une déclaration de la gouverneure de Cebu. Elle parlait des pires inondations soudaines de l'histoire de la province à cause d'un typhon, c'est ça? Absolument. La citation de la gouverneure Pam Bariquatro est très forte. Elle décrit ça comme la pire inondation soudaine causée par un typhon. Les images le confirment. Des gens réfugiés sur les toits, de l'eau jusqu'à la poitrine dans certaines rues à Mandaue, la rivière Butuanon et qui déborde complètement. Des scènes apocalyptiques. Oui. Et il faut savoir que ces inondations soudaines, les flash floods, ce sont souvent elles les plus meurtrières. Elles surprennent les gens. Et à cette catastrophe s'ajoute une autre tragédie, cet hélicoptère militaire, un Super Hué, qui s'est écrasé. Il était en mission de reconnaissance des dégâts en Agusan del Sur. Ah oui, j'ai vu ça passer. 6 personnes à bord, toutes décédées. C'est terrible. Et au-delà du bilan humain direct, j'imagine les dégâts matériels, les coupures de courant. Bien sûr, c'est colossal. Près de 1,4 million de foyers se sont retrouvés sans électricité. C'est énorme. Beaucoup de routes sont coupées, ce qui isole des communautés entières. C'est très compliqué pour l'arrivée des secours. Face à ça, l'état de calamité a été déclaré, d'abord à Cebu, puis le président Marcos l'a étendu à tout le pays. Ça montre bien l'ampleur nationale du désastre. Et les pluies, j'ai vu passer des chiffres qui semblaient complètement fous, comme à Maasin ou Lapu-Lapu City. Ah oui, les précipitations ont été exceptionnelles, c'est le mot. À Massine et Lapu-Lapu, il est tombé en 24 heures plus que la moyenne habituelle pour un mois entier. Plus que la moyenne d'un mois, en une seule journée. Oui, imaginez la quantité d'eau. Ça a forcément aggravé les inondations de manière dramatique et aussi provoqué des glissements de terrain. Mais pourtant, il y avait eu des alertes, des évacuations, on savait qu'il arrivait, non?
Oui, oui, et c'est important de le préciser. L'agence météo philippine, qui s'appelle Pagasa, avait émis des alertes. Le niveau le plus élevé qui a été utilisé pour Kalmaegi, c'était le signal numéro 4. Ça correspond à des vents potentiellement destructeurs attendus dans les 12 heures. Donc les gens étaient prévenus. Oui, et des évacuations massives ont été ordonnées. La défense civile parle d'environ 400 000 personnes évacuées. 400 000 personnes. Waouh. C'est gigantesque comme chiffre. Oui, Et malgré ça, le bilan reste aussi lourd. exactement. Et c'est là toute la difficulté face à un phénomène d'une telle ampleur. Ça montre peut-être aussi la vulnérabilité de certaines zones, surtout face à ces inondations soudaines, qui peuvent surprendre même si on est prévenu. Ça pose des questions forcément sur l'efficacité des systèmes d'alerte ou sur l'aménagement du territoire dans ces régions très exposées. Il faut noter aussi que le Vietnam et la Chine avaient aussi lancé des alertes et procédé à des évacuations préventives de leur côté. C'est une situation terrible pour Kalmei. Et pendant ce temps, comme vous le disiez, l'attention se tourne déjà vers le suivant, Phung Quang. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. C'est la dure réalité de la saison des typhons dans cette partie du monde. Alors, Phang Nguyen, il s'est formé entre Guam et Palau, c'est confirmé par Météo News. Les modèles de prévision actuels le voient se diriger vers Luçon. C'est la plus grande île des Philippines et aussi la plus peuplée. Il pourrait arriver quand? Probablement vers la fin de la semaine. Et on sait déjà où il pourrait frapper plus précisément sur Luçon, ou c'est encore trop tôt? Ben, il y a encore de l'incertitude. C'est normal à plusieurs jours d'échéance. Les modèles ne sont pas tous d'accord. Certains, comme le modèle américain HAFSA, le voient toucher terre assez au nord de Luçon. D'autres, comme le modèle européen CEPMMT, suggèrent une trajectoire un peu plus au sud. D'accord, donc il y a encore une marge. Oui, mais ce qui semble assez probable, c'est que la région de Cagayan Valley, dans le nord-est de Luçon, soit particulièrement menacée, soit par un impact direct, soit par les effets périphériques, même s'ils passent un peu à côté. Et ce qui inquiète surtout les prévisionnistes, c'est que les conditions atmosphériques et océaniques actuelles semblent très très favorables à son intensification. Qu'est-ce que ça veut dire, très favorable? Ça veut dire qu'il y a un potentiel non négligeable pour qu'il atteigne le stade de super typhon. Super typhon, catégorie 3, cyclone, on entend beaucoup de termes différents. D'ailleurs, juste pour être sûr, typhon, ouragan, cyclone, c'est la même chose au final ou pas? Et comment on mesure leur force pour les classer? Parce que, franchement, c'est parfois un peu confus. Ah, c'est une excellente question. C'est essentiel pour bien comprendre de quoi on parle. Alors la réponse simple, c'est oui. Typhon, cyclone et ouragan désignent exactement le même phénomène météorologique. C'est une dépression tropicale très très creuse, avec des vents extrêmement violents qui tournent autour d'un centre calme, qu'on appelle l'œil. D'accord, mais alors pourquoi trois noms différents? C'est juste une question d'endroit, purement géographique. On dit typhon dans le Pacifique Nord-Ouest, c'est là où on trouve Kalmalegui et Phong Vang. On parle de cyclone dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud. Et on utilise le terme ouragan, hurricane en anglais, dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est. Des sources comme Cyclonoi ou Météo France le confirment bien. C'est le même monstre, mais avec des noms locaux. Ok, ça c'est clair maintenant. Et pour mesurer leur puissance alors, c'est quoi l'échelle de référence? L'échelle la plus connue et la plus utilisée comme référence internationale, c'est l'échelle Saffir-Simpson. Elle vient des États-Unis, à l'origine pour les ouragans. Elle classe les systèmes en 5 catégories, de 1 à 5, en se basant principalement sur la vitesse maximale des vents soutenus. Soutenu, c'est-à-dire? On va y revenir, c'est important. Catégorie 1, c'est déjà sérieux. Catégorie 5, c'est le maximum, avec des vents absolument dévastateurs qui dépassent 252 km/h. Donc Kalmagié, on disait, était estimé équivalent catégorie 2 ou 3 selon les sources quand il a touché les Philippines. On verra tout à l'heure que l'Atlantique cette année a connu des catégories 5. Et cette échelle Saffir-Simpson, tout le monde l'utilise? Elle sert beaucoup de références, oui, pour comparer. Mais certaines régions ont aussi leur propre classification, souvent plus détaillée. Par exemple, Météo France, pour la zone sud-ouest de l'océan Indien, Réunion, Mayotte, etc., utilise une échelle qui va de perturbation tropicale jusqu'à cyclone tropical très intense. Ils ont d'ailleurs un document très bien fait qui montre les correspondances entre leurs stades, la vieille échelle Beaufort pour le vent, les vitesses en nœuds ou kilomètres-heure, et la fameuse pression centrale en hectopascal. Justement, vous parliez de vent soutenu. Il y a des subtilités là aussi, non? Vent moyen, rafale. Tout à fait, hein. C'est un point technique mais important. La définition standard du vent associé à un cyclone, elle varie un peu selon les bassins océaniques et les agences météo.
Dans le sud-ouest de l'océan Indien, Météo France classe le système surtout d'après le vent moyen calculé sur une période de 10 minutes. Mais dans d'autres bassins, comme l'Atlantique ou le Pacifique Nord-Ouest, les agences américaines comme le JTWC ou le NHC utilisent plutôt le vent soutenu sur une minute. Et ça change beaucoup, 1 minute ou 10 minutes? Oui, le vent soutenu sur une minute est généralement plus élevé que le vent moyen sur 10 minutes. C'est une mesure plus pointue. Et puis, il y a les rafales. Ça, ce sont des pointes de vent très brèves, instantanées. Elles peuvent être beaucoup, beaucoup plus fortes que le vent soutenu. C'est souvent les rafales qui font le plus de dégâts structurels. Donc, quand on voit un chiffre de vent, c'est bien de savoir si on parle de vent moyen sur 10 minutes, soutenu sur une minute ou de rafale. Il y a même des facteurs de conversion qui dépendent aussi si on est en mer ou à terre. D'accord, c'est plus complexe qu'elle n'y paraît. Oui. Et un dernier point technique qui est crucial pour les impacts, c'est la différence entre marée de tempête et onde de tempête. On confond souvent. Ah oui, bonne remarque. C'est quoi la différence? La marée de tempête, c'est le niveau total de la mer qu'on observe pendant le passage du cyclone. Ça inclut la marée astronomique, normale, celle qui monte et descend tous les jours. L'onde de tempête, le storm surge en anglais, c'est la surélévation anormale du niveau de la mer qui est causée uniquement par le cyclone lui-même. Et qu'est-ce qui cause cette surélévation? C'est principalement deux choses. Le vent qui souffle très fort sur la surface de l'eau et qui la pousse vers la côte, et aussi la très basse pression au centre du cyclone qui, en quelque sorte, aspire l'océan vers le haut. Et c'est cette onde de tempête, cette surélévation anormale, qui est souvent responsable des inondations côtières les plus dévastatrices et meurtrières. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est vraiment beaucoup plus clair maintenant. C'est fou la complexité de ces phénomènes. Maintenant, si on revient à Kalmeji et Phongguang, ces événements sont terribles pour les Philippines et le Vietnam. Mais est-ce qu'ils sont exceptionnels cette année, en 2025, ou est-ce que d'autres régions du monde ont connu des choses similaires? Je pense notamment à l'Atlantique, on en entend souvent parler. C'est une très bonne question pour mettre les choses en perspective, et la réponse est oui. La saison 2025 dans l'Atlantique Nord a été particulièrement active, voire historique sur certains aspects. Si on se base sur les informations compilées, par exemple, sur la page Wikipédia qui suit cette saison de près. Ah oui. Qu'est-ce qui l'a rendu si spéciale cette saison atlantique? Alors le fait le plus marquant, et c'est vraiment exceptionnel, c'est qu'il y a eu 3 ouragans qui ont atteint la catégorie 5 sur l'échelle Saffir-Simpson, le maximum. 3 catégories 5 la même année. Oui. Erin, Humberto et Melissa. C'est extrêmement rare dans l'Atlantique. Pour retrouver une saison avec autant ou plus d'ouragans, catégorie 5, il faut remonter à la saison record de 2005. Elle en avait connu 4. Donc, avoir 3, 4, 5 la même année, c'est vraiment le signe d'une activité cyclonique très très intense sur ce bassin. Incroyable. Et l'un d'eux a particulièrement marqué les esprits, il me semble. Mélissa? Exactement. Melissa a été un véritable monstre. Il a frappé très durement la Jamaïque et Cuba fin octobre, justement en tant que catégorie 5. Mais ce qui est surtout remarquable avec Melissa, c'est sa pression minimale. Elle est descendue à 892 hectopascales. 989. Attendez, c'est beaucoup plus bas que Kalmagi dont on parlait tout à l'heure, 948 HPA. Ah oui, nettement plus bas. Pour donner un ordre d'idée, plus la pression est basse au centre d'un cyclone, plus son potentiel de vent violent et d'ondes de tempête est élevé. Descendre sous les 900 HPA, c'est vraiment le signe d'une puissance phénoménale. D'ailleurs, Melissa est considéré comme le système tropical le plus puissant de l'année 2025, tout bassin confondu. Plus puissant que tous les typhons du Pacifique aussi. Oui, il a dépassé le typhon Ragasa, qui avait atteint 905 HPA dans le Pacifique quelques semaines plus tôt. Donc Melissa, c'était vraiment le plus intense au niveau mondial cette année. Impressionnant. Et au-delà de ces 3 catégories 5, la saison atlantique a été globalement très active. Cette poussière peut inhiber la formation des tempêtes. Mais une fois que la saison est partie, elle est devenue très active. On peut citer par exemple la tempête tropicale Barry, qui a quand même fait 8 morts directes au Mexique, ou Chantal, qui a été responsable de 6 décès aux États-Unis, l'ouragan Imelda aussi, 5 morts, principalement dans les Caraïbes et aux Bermudes. Ça montre que même les systèmes moins intenses peuvent être meurtriers. Exactement. Ce ne sont pas que les catégories 5 qui tuent. L'intensité ne fait pas tout. L'endroit où ça frappe, la préparation, la vulnérabilité jouent énormément. Une autre chose intéressante de cette saison 2025 dans l'Atlantique, c'est la proximité record entre 2 ouragans majeurs fin septembre. Humberto, qui était 4,5, et Imelda, qui était 4,2 à ce moment-là. Leurs centres se sont rapprochés à moins de 750 km l'un de l'autre. Ça a généré une mer absolument énorme et des houles très dangereuses sur une très vaste zone de l'Atlantique.
Et pour la petite anecdote, la liste de noms utilisés cette année était celle de 2019, mais le nom Dorian, qui avait été retiré après l'ouragan dévastateur de 2019 aux Bahamas, a été remplacé par Dexter. D'accord. Tout ça montre bien que ces phénomènes extrêmes, ce n'est pas juste un problème localisé aux Philippines ou au Vietnam en ce moment, c'est une réalité planétaire. Et avec des intensités qui peuvent atteindre des niveaux records dans différentes régions du globe. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ce qu'on a dit. C'est dense. On a vu Kalmaegi, son impact vraiment tragique aux Philippines, le bilan humain, les destructions massives à Cebu, ces fameux 8 atterrissages. Et il sévit maintenant au Vietnam. On a cette nouvelle menace qui grandit, Phung Vuong, qui fait craindre un nouveau coup dur pour les Philippines d'ici la fin de semaine, possiblement un super typhon. On a clarifié un peu le jargon, typhon, ouragan, cyclone, c'est la même chose, mais à des endroits différents. Et on comprend mieux les échelles de force comme Saphir-Simpson et les subtilités des mesures de vent ou d'ondes de tempête. Et puis on a vu que l'Atlantique n'était pas en reste cette année, avec une saison hyper active, 3 catégories 5, et ce monstre Melissa qui a battu des records de basse pression au niveau mondial. Oui. Et ce qui est frappant dans tout ça, je trouve, c'est le contraste. D'un côté, on a fait des progrès absolument considérables dans la prévision de la trajectoire de ces systèmes. Si on regarde les courbes d'évolution des erreurs de prévision de trajectoire, par exemple celles que publie Météo France, on voit une amélioration vraiment nette sur les 10-20 dernières années. On sait de mieux en mieux où ils vont aller. On arrive mieux à les suivre. Voilà. Mais de l'autre côté, et l'exemple de Kalmaegi à Cebu le montre tragiquement, malgré les alertes et les évacuations massives, l'impact sur les populations, sur les infrastructures, reste absolument colossal. La prévision de l'intensité exacte du système au moment de l'impact, et surtout la prévision des impacts locaux, où est-ce que les pires inondations vont se produire, quelle sera la hauteur exacte de l'onde de tempête à tel endroit précis sur la côte. Ça reste un défi scientifique et opérationnel immense. On sait où ça va, mais pas toujours exactement à quel point ça va faire mal à un endroit donné. C'est un peu ça, oui. Et tout cela, évidemment, nous renvoie à des questions beaucoup plus larges, des questions cruciales. Comment on adapte nos côtes, nos villes, nos infrastructures à ces événements qui semblent parfois plus intenses ou peut-être plus fréquents dans certaines régions? Quelle est la part de la vulnérabilité socio-économique dans ces bilans tragiques? Et bien sûr, la grande question, même si c'est toujours très complexe d'attribuer un événement unique au changement climatique, quel rôle jouent les facteurs climatiques globaux comme le réchauffement des océans, qui fournit plus d'énergie à ces systèmes sur leur intensité ou leur fréquence? Effectivement. Ça ouvre beaucoup de questions qui dépassent le simple constat météo. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Peut-être cette rapidité incroyable avec laquelle un typhon peut dévaster toute une région, cette impression de fragilité face à la puissance de la nature, ou alors cette tension permanente entre nos outils de prévision qui sont de plus en plus sophistiqués et la difficulté qui reste à anticiper et surtout à prévenir totalement l'impact réel sur le terrain, sur les vies humaines. Ça donne matière à réflexion, c'est sûr, sur notre relation avec ces forces qui, parfois, nous dépassent encore largement. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration.